Pierre de Villeneuve vous informe sur Europe 1. Ce devait être une étape importante aujourd'hui dans l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday, décédé le 6 décembre dernier, laissant derrière lui non seulement des biens, des sociétés, des villas, des voitures de luxe, mais aussi un album, un dernier disque posthume sur lequel les deux enfants aînés, David Hallyday et Laura Smith, exigent un droit de regard. Première audience aujourd'hui devant le TGI de Nanterre. Le tribunal a renvoyé à la demande de David Hallyday et Laura Smith l'examen de leur référé au 30 mars. Il concerne l'album posthume du père, mais aussi le gel des avoirs. Et l'enseignement de tout cela, c'est que d'ici lundi prochain, les avocats de Laetitia devront notamment fournir à la partie adverse des précisions sur le fameux trust au sein duquel Johnny Hallyday aurait réuni tous ses actifs au bénéfice de sa femme Laetitia. Pour en parler avec nous avant d'attendre vos appels au 3921, Julie Jacob, bonsoir. Bonsoir. Avocat spécialiste en droit d'auteur, Pierre Ourcade, bonsoir. Bonsoir. Avocat au barreau de Paris, de New York et de Californie. Pierre Ourcade, on va juste rapidement repréciser. Le trust, c'est quoi? Ça se présente comment? Le trust, c'est un peu un ovni en fait, parce que ça n'existe pas en France. C'est une sorte de réceptacle, de coquille, de société qui a en vérité trois objectifs. Faciliter les successions, permettre une fiscalité réduite, parce que les droits de succession sont beaucoup moins élevés dans le cadre d'un trust, et faire fructifier les biens qui constituent ce trust, qui sont inclus dans ce trust. Ça permet de ne pas forcément sortir l'argent et faire un placement, puisque le placement est déjà dans le trust. Il y a ce qu'on appelle le trustee, qui est en charge du trust. En l'occurrence, là, je crois savoir qu'il s'agit de Bank of America. Et donc, la banque, sa mission, c'est un banquier, en fait. C'est un banquier, souvent, ouais. Le plus souvent. Sa mission, c'est de faire fructifier le patrimoine, les biens immobiliers, les droits moraux de la succession de Johnny Hallyday. Alors, on l'a compris, hein, et je m'adresse à vous deux, il y a un clan, celui de Laetitia, qui fait valoir le testament américain de 2014, mais en fait, il y a eu 6 testaments, 97, 2006, 2007, 2011, 2014, il y en a 2. Il y a d'abord une lettre manuscrite, puis un document très officiel signé en Californie. Pourquoi est-ce que le droit français ou le droit américain devrait-il prévaloir ? Alors, le droit va dépendre du lieu de résidence. C'est comme ça que la loi s'applique. C'est le lieu de résidence qui va fixer la loi applicable. Du défunt. Le lieu de résidence du défunt, c'est-à-dire de Johnny Hallyday. Oui. On va s'interroger sur le point de savoir quel était son lieu de résidence. Et la question, c'est de savoir s'il était résident américain ou s'il était résident français. Absolument, et de là va découler la question de la loi applicable. Et alors, selon vos informations, parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur la résidence fiscale de Johnny. On sait qu'il avait été à un moment donné résident suisse, on sait qu'il habitait en France, mais que la plupart du temps, il habitait aux États-Unis et à Saint-Barth. Qu'en est-il ? Alors, il y a un faisceau d'indices qui va vers la résidence aux États-Unis, faisceau d'indices qui peut être contesté. Alors, vers les États-Unis, pourquoi ? Parce que d'abord, il avait la green card, qui vivait à Pacific, la carte verte, la fameuse carte verte. Pour pouvoir travailler, c'est ça, hein ? Oui. La carte verte, oui. La carte verte, c'est le statut de résident américain. Ensuite, ses enfants étaient scolarisés à Los Angeles. Il enregistrait un certain nombre de ses albums et travaillait beaucoup à Los Angeles. Et donc, depuis 2009, il vivait un bon nombre de mois à Los Angeles. Il vivait aussi également à Marne-la-Coquette et un peu à Saint-Barth. Donc, il y a tout un tas de résidences qui peuvent être invoquées. Autre élément important, Johnny Hallyday payait ses impôts à l'État de Californie. Donc, ça veut dire qu'il payait plus du tout d'impôts en France ? Non, parce qu'il avait eu des démêlés fiscaux quand même, dans les années 70 d'abord, une longue dette qui a été payée jusqu'au milieu des années 90. D'ailleurs, dans le patrimoine qu'on évoque, il y a apparemment des dettes fiscales à hauteur de 10 millions d'euros. En tout cas, il payait des impôts à l'État de Californie. Et quand on parlait de ce faisceau d'indices, scolarisation des enfants, carte verte, le critère fiscal est lui aussi déterminant pour déterminer où il vivait vraiment. Julie Jacob. Alors, c'est vrai qu'en frère, il est déterminant, mais si je peux me permettre, il y a un règlement de 2012 sur les successions qui dit que le critère qui compte, c'est le lieu de résidence, pas le lieu de paiement des impôts. Ce qui est pas... Oui, c'est ça, on peut payer ses impôts ailleurs. Absolument. En 2 mots, parce que... En 2 mots, comment est-ce que ça fonctionne, le fait de résider ailleurs et payer des impôts dans un autre pays ? On peut parfaitement résider en France et payer ses impôts à l'étranger. Après, il y a tout un tas de conventions fiscales qui existent entre les pays et on ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais c'est vrai que la loi dit qu'on détermine la loi applicable en fonction du lieu de résidence. Et d'ailleurs, il y a des jurisprudences récentes qui ont été rendues
dans les affaires de Jarre et de Colombier et qui ont appliqué de la loi américaine par des tribunaux français parce qu'ils ont considéré que deux artistes, Jarre et Colombier, vivaient depuis plus de 40 ans chacun à l'étranger, aux États-Unis. La jurisprudence, en effet, qui est importante, puisque c'est un arrêt de la Cour de cassation de 2017 dans le cas de Maurice Jarre, est quand même un peu différente, parce que Maurice Jarre, lui, était devenu citoyen américain. Il y vivait, je crois, depuis 1965. Donc, il y avait des critères beaucoup plus établis. Prouvant ça, que dans cette affaire-là. Que dans cette affaire-là. Johnny, tous ses concerts, il les faisait en Europe. Il était inconnu, c'est ce qu'il aimait d'ailleurs. Et beaucoup en France, oui. Vous pouviez le croiser, moi je l'ai croisé à Los Angeles dans la rue, personne évidemment ne le reconnaissait. Donc, mais ça, c'est pas un critère juridique, en l'occurrence, de reconnaître une star absolument. ou pas. Absolument. Ça, c'était un élément factuel. Donc, comme on le disait tout à l'heure, il y a tout un faisceau d'indices. On comprend un petit peu la colère de Laura et David qui disent que Johnny n'avait pas le droit de se soumettre à une autre loi que celle de la France, évidemment, puisqu'il y a une grande distinction, je parle sous votre contrôle, c'est qu'en droit français, on n'a pas le droit de déshériter ses enfants, et en droit américain, on peut. Alors en droit américain, non seulement on peut, mais c'est encouragé. Ah bon ? La mentalité américaine, oui. Les grandes fortunes américaines, Bill Gates par exemple, il a prévu sa succession il y a bien longtemps. C'est pour qui travaille. Voilà, mon fils, ma fille, c'est l'histoire du self-made man ou self-made woman. Tu vas construire ta fortune toi-même. Je ne vais pas te léguer l'intégralité de ma fortune. Même Donald Trump a touché... Jean-Jacques Goldman a fait la même chose avec ses enfants. Voilà, pourtant, il réside en France. Même Donald Trump, le président... Chacun a une chanson. Même Donald Trump, le président des États-Unis, il a touché une petite partie, bon, quand même conséquente, de la fortune de son père au décès de son père. Et Bill Gates, un autre exemple marquant, la majorité de son patrimoine, de sa fortune, ira dans des œuvres de charité. Donc c'est très américain. Dans la mentalité anglo-saxonne, on est plutôt contre les héritages. Et d'ailleurs, on les taxe beaucoup moins également. On revient sur cette guerre des clans, sur ce droit français, sur ce droit américain, sur ce testament de Johnny qui visiblement est une grande usine à gaz avec nos invités Julie Jacob et Pierre Ourcade. A tout de suite avec vous également. Vous appelez au 3921 tout de suite. Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Et avec vous au 3921 et nos invités Julie Jacob, Pierre Ourcade, tous les deux avocats, spécialistes en droit d'auteur et spécialistes en droit américain. Cette guerre des clans, ce testament de Johnny, on en parle avec vous. Il y a deux choses qui sont vraiment, j'allais dire, des piliers de cette affaire. C'est d'abord celle qu'on appelle Mamie Rock, qui est la grand-mère de Laetitia Hallyday. Et il y a aussi le frère Grégory Boudou, qui lui a été nommé exécuteur testamentaire en cas de décès de Laetitia Hallyday. Commençons par Mamie Rock. Et pourquoi est-ce que toutes les sociétés de Johnny Hallyday sont à son nom ? Est-ce que fiscalement c'était trop pour Johnny Hallyday ? Comment ça se passe exactement ? Alors en fait, Laetitia Hallyday a été nommée bénéficiaire du trust et a été également dénommée comme responsable de cette succession. Donc à ce jour, les volontés de Johnny Hallyday dans son dernier testament, puisque comme vous le dites, il y en a eu en effet 6, désignent toutes Laetitia Hallyday comme seul exécuteur testamentaire et bénéficiaire du trust, qui sera lui-même géré par ce que vous disiez un trustee, c'est-à-dire une banque américaine. Donc aujourd'hui, jusqu'à ce que Laetitia soit vivante, c'est Laetitia qui est seule. Et le rôle de la grand-mère alors ? Le rôle de la grand-mère intervient dans la mesure où la famille Boudou détient des SCI, des sociétés civiles immobilières qui elles-mêmes détiennent les biens immobiliers. Et donc certaines de ces SCI sont détenues par... Mais pourquoi diable mettre cette dame qui doit être suffisamment âgée Parce que Johnny Hallyday, vraisemblablement, elle avait gagné sa confiance. Johnny Hallyday, c'était pas un homme d'affaires, c'était un artiste. Donc on peut concevoir que, vu la jeunesse de Laetitia, il est préféré que ce soit sa maman, sa mère en l'occurrence, qui soit... à la tête de ces SCI, ce qui nous donne en effet un clan Boudou, avec donc la mère et Grégory, qui ne serait exécuteur testamentaire que si Laetitia venait à décéder. Et donc c'est la raison pour laquelle on a Laura Smet et David Hallyday qui disent il y a le clan Boudou, il y a cette évangélisation qui a été faite dans le clan Boudou pour nous mettre à l'écart. Aujourd'hui, les avocats de Laura et de David ne parlent plus de Laetitia Hallyday, mais de Laetitia Boudou. Ouais. Donc ça, c'est une erreur d'ailleurs. Qui est une erreur, mais psychologiquement, c'est pour avoir évidemment une influence sur les magistrats. Julie Jacob, qu'est-ce qui se passe avec
avec les testaments de 97, 2006, 2007, 2011, tout ça? Alors en fait, ils n'ont pas lieu d'être. C'est le dernier testament qui compte, c'est-à-dire celui qui vise la loi américaine. Il y en avait eu un avant, mais qui était signé à Marne-la-Coquette. C'était un testament manuscrit de Johnny Hallyday qui visait la loi américaine et qui disait qu'il cédait tout à Laetitia et ses 2 filles. Donc c'était assez, j'imagine, violent pour Laura et David, parce qu'il ne cite expressément pas Laura et David. Et dans le dernier testament, qui est un testament non pas manuscrit mais tapé, là cette fois-ci il est un peu plus formel et plus précis, et il confirme en tout cas, et du coup les autres testaments n'ont pas lieu d'être. Et puis il y a les royalties sur l'album, on parle beaucoup de cet album posthume. Alors évidemment, d'un côté on est en droit de se dire, est-ce que c'est un peu ce qui s'est passé il y a quelques siècles avec le Requiem de Mozart, c'est-à-dire que le début a été composé par Mozart et donc on va dire enregistré par Johnny Hallyday, le reste peut-être des rajouts, donc ça c'est une chose, et puis il y a quand même les royalties sur l'ensemble de son œuvre. Alors, oui, alors là, la notion de droit, la notion de droit moral n'existe pas en tant que telle qu'elle existe en France. En revanche, il y a une société qui s'appelle l'ASCAP, qui est l'équivalent de la SACEM en France, qui gère les droits. Donc, ces droits seront reversés au trust. Pas vraiment en tant que compositeur, parce que Johnny a très peu composé, mais en tant qu'interprète de plus de 2 ou 3 000 chansons. Oui, j'ai en tout cas 1160 œuvres retenues. Pour revenir au testament, en effet, c'est le dernier. En anglais, on appelle ça last will. Ça veut dire les dernières volontés. Donc, il aurait pu rédiger 50 testaments. C'est le dernier qui compte. Et en l'occurrence, le dernier qui a été rédigé en anglais, tapé, avec 2 témoins, selon les formalités du droit californien. Julie Jacob, sur les royalties. Alors, à contrario de ce que vous dites, en France, le droit moral, c'est l'essence même du droit d'auteur, qui n'existe pas aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, on parle de copyright, c'est-à-dire le droit d'exploitation sans droit d'auteur. En France, c'est le contraire. Le droit d'auteur, c'est quoi? C'est le droit au respect de l'œuvre, le droit à l'intégrité de l'œuvre. Si dans l'album qu'on attend, le 51e album, il y a des titres qui n'ont pas été validés du vivant de Johnny Hallyday, mais qui ont fait l'objet de remix ou de réorchestration, là, on peut considérer qu'il pourrait y avoir une atteinte au droit moral. Et ce droit moral, en France, il est transmissible aux héritiers. Qu'est-ce qui va se passer là? Parce que lundi prochain, donc on l'a vu au tribunal de grande instance de Nanterre, on demande aux avocats de Laetitia de fournir les précisions sur le trust. Oui. C'est quoi les scénarios possibles? D'abord, elle va en fournir, elle va fournir une partie. Qu'est-ce qui va se passer après, une fois que les juges ont les précisions sur le trust? D'abord, entre avocats, il y a ce qu'on appelle le principe du contradictoire. C'est-à-dire que vous devez dévoiler toutes vos pièces. Et si vous ne dévoilez pas tout, elles seront exclues de la procédure. Donc en effet, ils vont être obligés de dévoiler le nom du trustee. Donc je crois qu'il s'agit de Bank of America, mais je n'en ai pas confirmation. En tout cas, il va falloir échanger. Et la raison donc de la demande de report, c'est que les avocats de Laura et de David Hallyday ont considéré qu'ils n'avaient pas encore assez d'éléments. Et puis comme j'ai dit tout à l'heure, cette notion de trust, qui est complètement inconnu en France, qu'on découvre à l'occasion de cette affaire, c'est un peu un ovni. Il n'y a pas d'équivalent en droit français, donc on veut en savoir plus. Et je pense que les avocats de Laura et de David veulent faire des recherches approfondies sur le droit californien, en l'occurrence, afin de déterminer plus précisément les droits de chacun. Julie Jacob. Alors, avec cette audience aujourd'hui, ce délibéré où finalement le juge a prononcé le renvoi de l'affaire au 30 mars, oui. Ce délai va permettre à Laura et David d'étudier les nouvelles pièces qui ont été communiquées concernant ce trustee. Qui sont communicables dès lundi, c'est-à-dire lundi maximum, et ensuite on a un délai jusqu'au 30 mars. Absolument, pour plaider après. Et en fait, avec ces informations, Laura et David vont avoir plus de connaissances sur qui va gérer ce trust, au bénéfice de qui et selon quelle modalité. C'est ça qui est important. Il y a plusieurs sortes de trusts. Et là, on va voir si c'est un trust qui a pour intérêt de faire exploiter, investir, réinvestir tous les droits concernant le patrimoine artistique de Johnny. Et du coup, est-ce que finalement, derrière ça, Laetitia Hallyday aura tout pouvoir pour gérer ou non ce patrimoine artistique? C'est la grande question et on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Pierre Ourcade, merci à Julie Jacob, merci à vous deux d'avoir été avec nous. Et dans un petit instant, Le Monde dans votre radio avec Sophie Larmoyer et direction Bali où l'on se déconnecte de tout. Europe 1.